Vous savez, avant l'arrivée de cette médecine moderne, conventionnelle, où on soigne avec les piqûres, où on soigne dans les hôpitaux avec les comprimés, les malades existaient. Nos ancêtres tombaient malades. Et ceux qui les soignaient, c'était des tradipraticiens. Ils les soignaient comment? Avec certaines connaissances de la nature, avec certaines connaissances des plantes, avec certains savoirs spirituels. Souvent, c'était les complexes. On parle de non, et vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'êtes pas diplômé, non. Aujourd'hui, quand on parle de connaissances, je pense qu'ils sont même à applaudir, puisqu'ils ont eu moins une connaissance infuse. Ne pas être complexé par des gens qui ne font que régurgiter certaines choses qu'on leur a apprises, qui n'ont jamais rien fabriqué. Nous, au moins, on conçoit des médicaments. Je suis M. Kouaye-Gueux Didier, président de la FTSNC, qui est la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Et plus loin, président de l'OAPMETA, qui est l'organisation des associations de promotion de médecine traditionnelle en Afrique. Notre structuration a débuté depuis 2008. Mais avant cela, il n'y avait pas d'organisation qui identifiait les praticiens de médecine traditionnelle. C'était juste par rapport à leur métier. Quand on voyait un naturothérapeute, mystique, etc., exercer, c'est là qu'on savait qu'il exerçait dans ce domaine. Mais tout doucement, par des volontés politiques, par des volontés de soucis de grande organisation de ce secteur d'activité, après la conférence à Alta-Ama en 1978, l'OMS, qui est le plus grand organisme mondial de santé, a restructuré le secteur d'activité en légalisant, en autorisant l'exercice légal de cette activité dans tous les systèmes sanitaires de tous les pays au monde. Bon, pour nous ici, ça a été lent. C'est depuis les années 96, 98 jusqu'en 2000, sous le président Bédié, et ainsi de suite, que les grandes réformes ont été faites. Et donc, c'est en 2008 qu'avec l'OAS, Organisation Ouest-Africaine de la Santé, et l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, plus notre ministère de la Santé, que les grandes réformes ont été faites. D'où la naissance de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Donc, c'est à partir de cet instant que les échos ont commencé à toucher tous les hameaux de la Côte d'Ivoire. Donc, partout, les gens ont commencé à s'organiser, soit en ONG ou en une structure qui les regroupe. Vous voyez. Et donc, moi-même, j'ai été le président du MVMT, Mouvement Valorisation Médecine Traditionnelle, qui est une structure qui s'occupait de tous les départements de l'Ouest montagneux. Voilà. Et c'est grâce à cette structure que je suis devenu plus tard le président de la grande fêtière qui est la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, pour reconnaître un naturothérapeute, c'est indéniable. Il faut qu'il appartienne à une organisation. Voilà. Il faut qu'il soit identifié. Et même je profite de cette antenne, de cette lucarne, pour dire à tous les patients, à tous ceux qui veulent collaborer avec les praticiens de médecine traditionnelle, de leur dire au moins de décliner leur identité. Voilà, il faut qu'ils se présentent. Et même si le monsieur n'est pas identifié, il faut profiter pour l'exhorter, pour lui dire de s'identifier. Donc, nous utilisons tous les canaux pour pouvoir informer tous nos praticiens de médecine traditionnelle. Et nous les sensibilisons à pouvoir être identifiés. Ça y va de leur bien-être. Ça y va du développement de notre secteur d'activité. Une organisation qui n'est pas identifiée, ou bien un praticien de médecine traditionnelle qui n'est pas identifié, il est un danger pour notre organisation. Toute structure qui a des membres qui ne sont pas conformes aux règles de la structure sont des dangers pour cette structure.
Oh, c'est pas faux ce que vous dites. Pour nous, notre part, nous battons et nous interpellons toujours l'État quand on a une petite lucarne, quand on a un petit canal pour pouvoir s'exprimer. On dit toujours à l'État de nous aider à mieux structurer notre secteur d'activité. Voilà. Rien n'est facile, hein. Vous voyez que par rapport au vieux temps, il y a un grand changement quand même. Avant, à tout moment, sur la presse, les gens se plaignaient. Tel produit a tué un tel individu, mais aujourd'hui, c'est réduit. Mais c'est par rapport aux efforts que nous avons faits, en structurant plutôt notre secteur d'activité. Voilà. Et donc, nous profitons pour dire à l'État de nous aider à mieux structurer ces secteurs d'activité. Mais prenez la Chine. C'est un très bel exemple. La Chine aujourd'hui, c'est la plaque tournante de la médecine mondiale, médecine traditionnelle mondiale. Aujourd'hui, la Chine, c'est une très très belle réussite. Et même, c'est une très très belle combinaison. La collaboration médecine traditionnelle et médecine dite conventionnelle moderne, aujourd'hui, c'est tellement bien illustré en Chine. C'est un très très bel exemple. Et ici, je profite, ce n'est pas des paroles en l'air. Je dis à l'État, avec des subventions, moi, Kwayegue Didier, je mets la Côte d'Ivoire, je mets la médecine traditionnelle ivoirienne au même niveau que celle de la Chine. Nous avons des projets d'activité. Mais vous voyez, sans moyens, sans subventions, regardez le niveau qu'on atteint. Regardez le niveau qu'on atteint. Non seulement en communication, en formation, en organisation sur tous les plans. Et aujourd'hui, nous sommes des professionnels de la santé. On a une carte professionnelle. On a été professionnalisé par l'ADEPS, la direction des établissements professionnels sanitaires, que le département du ministère de la Santé qui professionnalise tous les secteurs d'activité liés à la santé en Côte d'Ivoire. Mais c'est par rapport à notre sérieux. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas le cutus à 100% de l'État pour nous mandater. Donc, nous ne pouvons pas faire un bras de fer. Sinon, même avec la police sanitaire, nous allons travailler pour pouvoir exclure, extirper toutes les brebis galeuses qui minent ce secteur. Mais pour le moment, nous n'avons pas le cutus. On peut rien faire. Donc, à notre humble niveau, nous faisons des efforts immenses pour pouvoir structurer ce milieu et extirper ces brebis galeuses-là. Sans ça, on ne peut pas interdire à qui que ce soit de faire sa publicité. Ils n'ont pas le mandat. Si j'écris, à quel titre? On ne peut pas d'abord interdire aux gens d'aller sur les réseaux sociaux. Mais ce que nous leur disons, c'est que, vous voyez, chaque fois qu'on a des échanges avec des organes de presse, tels que vous qui êtes là, je ne cesse de dire, il y a des organisations dans tout secteur d'activité qui régulent ce que vous recherchez, qui organisent ce que vous recherchez. Et la médecine traditionnelle n'est pas en marge. Là, je parle de la Fédération des praticiens de santé des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, qui est la fêtière. Nous sommes crédibles. Même dans le pays des cas où nous contacter est trop lourd pour eux, est trop fort pour eux, mais au moins demandez les références du praticien de médecine traditionnelle que vous allez voir. Et je pense qu'il faut faire ce petit effort de quelques minutes là pour une bonne santé. Parce que la santé, comme on le dit, pour moi, c'est le primordial. Celui qui est malade là est 3 fois moins libre. J'exhorte toujours les patients à entrer en contact avec la fédération. Dans le pays des cas, à mieux se renseigner ou même à exhorter ce praticien-là à aller se faire identifier. Pour le moment, c'est notre limite là. Mais si plus tard, on a plus de moyens, mais on travaillera avec la police sanitaire. On va élargir nos champs d'action pour mieux assainir ce secteur d'activité. Mais le travail praticien, il a un seul grand rôle. D'abord, c'est de soigner les malades. C'est de soigner les malades.
Vous savez, avant l'arrivée de cette médecine moderne, conventionnelle, où on soigne avec les piqûres, où on soigne dans les hôpitaux avec les comprimés, les malades existaient. Nos ancêtres tombaient malades. Et ceux qui les soignaient, c'était des tradipraticiens. Ils les soignaient comment? Avec certaines connaissances de la nature, avec certaines connaissances des plantes, avec certains savoirs spirituels. C'est tout ce savoir-là, combiné, qui réussissait à soigner les malades. Et donc, c'est ce savoir qui a été conservé, perpétré de génération en génération, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ça le tradipraticien. Donc, son rôle, primo, c'est de soigner les malades. Dans les écrits, dans le superficiel, il est dit qu'il y a une collaboration. Mais réellement, la collaboration, pour le moment, n'est pas encore effective. Voilà. Sinon, bon, de manière superficielle, on en parle. Mais pour le moment, la collaboration n'a pas encore été certifiée. Ce n'est pas encore effectif. Et donc, ils ont leur parking. Ceux qui vont les rejoindre, ceux qui vont les contacter, ceux qui les sollicitent sont soignés dans les hôpitaux. Et nous aussi, ceux qui nous sollicitent sont soignés dans nos cabinets, dans les villages, etc., etc. Donc, pour le moment, nous sommes à rang dispersé, comme on le dit. Voilà. Mais notre souci commun à nous tous, c'est le bien-être de la population. Et je pense que l'exemple de la Chine, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'a bien illustré. Une franche collaboration serait profitable pour la population. La posologie a toujours existé. Ce n'est pas dit 2 comprimés ou 3 qui veut dire posologie, non. Au temps de nos ancêtres, on ne donnait pas une barrique à boire à quelqu'un. On lui disait par exemple, prends un verre, ou bien lave-toi à telle heure, utilise un gobelet le matin, ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? La posologie a toujours existé. Mais je l'ai toujours dit, en toute chose, rien n'est statique. Il y a un dynamisme qui existe. Et pour répondre à cela, nous allons vers eux. Pour répondre aux normes demandées, donc aujourd'hui, nous faisons analyser nos médicaments. Il y a des laboratoires avec lesquels nous sommes en partenariat qui analysent le taux de toxicité, les valeurs qualitatives, les valeurs quantitatives, même la posologie. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, nous répondons à toutes ces normes. On a des médicaments même appelés MTA, médicaments traditionnels améliorés. Et dans sa présentation, et parce qu'elle a subi toutes les analyses, parce que ce médicament a subi toutes les analyses qu'il faut. Vous voyez? Et puis, il y a toujours le médicament tradit qui existe. Puisque là, on ne peut pas combiner avec autre chose. On ne peut pas conserver ce produit avec ce... Parce que n'importe quel mélange peut détruire ce produit. Donc, on a les 2 qualités qui existent. Et puis, ce que les gens ignorent aujourd'hui, c'est que nous faisons des formations. Hein. Et dans les formations, il y a des modules qui sont étudiés. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, par exemple, on les exhorte au cours d'alphabétisation. Hein. Et plus loin, on apprend l'anatomie à certains praticiens de médecine traditionnelle. Mais imagine quelqu'un qui soigne quelqu'un sans comprendre même la constitution profonde de l'homme. C'est compliqué. Et plus loin, je prends par exemple une maladie telle que le palud. On a des praticiens de médecine traditionnelle qui soignent le paludisme, mais sans savoir ce que c'est exactement. Donc, on leur apporte un certain nombre de savoirs concernant cette pathologie. Vous voyez, on leur dit par exemple que le palud, là, c'est provoqué par un moustique qu'on appelle l'anophèle. Et que l'anophèle inocule, injecte dans le corps de quelqu'un un microbe qu'on appelle le plasmodium. Et il y a 4 types de plasmodium. Il y a le falciparum, le plasmodium falciparum, il y a le plasmodium ovale, le plasmodium malarié, et puis le plasmodium vivax. Donc le plasmodium falciparum est le plus dangereux qui crée le plus grand taux de mortalité en Afrique subsaharienne. Puisque plus loin, ce plasmodium, le falciparum, crée des problèmes, c'est ce qui devient les neuropalus, et même ça peut créer des problèmes œsophagiens,
ainsi de suite. Même des problèmes rénaux à long terme. Mais les 3 autres plasmodiums sont maîtrisables. C'est là qu'on va à l'hôpital après analyse. Bon, facilement, on peut les maîtriser après 3-4 jours. Tout cela est étudié dans les formations. Ça fait qu'un homme, face à un patient qui vient, il peut mieux lui faire comprendre ce dont de quoi il souffre et apporter une solution peu critiquable. Vous comprenez? Et puis, plus loin, on les exhorte toujours à aller faire un bilan de santé. Voilà. On les exhorte à aller faire un bilan de santé, avant et après. Et donc, c'est après lecture du bilan de santé, tout cela est étudié. Hein? On apprend à lire les bilans de santé, même il y a des appareils pour pouvoir analyser d'autres pathologies, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est après cela que le monsieur, avec les échanges avec le patient, il peut lui parler des mesures barrières de protection face à cette pathologie, le palu. Voilà. Puisque quand il y a une manifestation, de grosses gouttes, la bouche est un peu amère, le sujet est fatigué, il a de violents maux de tête, et ainsi de suite. Donc, tout cela est étudié. Tout est étudié, hein? Ce n'est pas les seules pathologies. Même quand on prend la faiblesse sexuelle. Attends, on explique très bien cela à nos gens. Vous comprenez? Faiblesse sexuelle ou dysfonctionnement érectile. Ça se manifeste juste par une incapacité à maintenir une érection ou même à faire l'amour, si tu veux, correctement, au cours d'un rapport sexuel. Mais il faut leur dire quand est-ce qu'on peut appeler cela une faiblesse sexuelle. C'est après 3 mois. Après 3 mois, quand cela continue, qu'on peut parler de faiblesse sexuelle. Mais les causes sont nombreuses. Il y a l'aspect physique. Le monsieur peut souffrir d'un diabète, d'un problème d'hypertension, de cause de vieillesse, et ainsi de suite. Il y a un deuxième aspect qui est psychologique. Il peut souffrir d'une anxiété. Lui-même, il a un blocage. Il se dit, je suis incapable de satisfaire ses partenaires. Tout cela crée des blocages. Vous voyez, dans le premier cas physique, il y a le taux de testostérone, ainsi de suite. Et même, dans un autre cas, il y a la prise des médicaments. Ou bien les médicaments qu'on prend, ça peut aussi avoir d'autres effets. Hein. Je prends, par exemple, les anesthésistes. Les médicaments pour anesthésier quelqu'un. Mais après, tout le monde ne s'en sort pas indemne. Il y a des gens, après cela, ils prennent un coup. Ils n'arrivent plus à avoir un bon problème, un bon fonctionnement érectile. Vous voyez un peu. Et ainsi de suite. Il y a des problèmes d'ordre mystique, et ainsi de suite. Et les médicaments aujourd'hui sont mieux traités hein, qu'avant. Voilà. Avant, bon, les gens avaient leur réalité. Mais les médicaments sont aujourd'hui mieux traités. J'ai parlé tout à l'heure de certains laboratoires avec qui on a des liens, des contrats qui analysent nos médicaments. Mais je profite encore de cet échange pour dire aux laboratoires et à tous ceux qui ont des laboratoires de réduire le coût d'analyse. Vous voyez, la Chine, le Ghana, etc., s'ils ont beaucoup de médicaments homologués, c'est parce que le coût des analyses est acceptable. Un médicament ici à 250 000, mais c'est trop. Le praticien gagne combien pour voir? Mais au Ghana, c'est rien. 50 000, même avec 30 000, tu peux. Vous voyez, la Chine, c'est pratiquement gratuit. Vous voyez. Donc, de réduire le coût des analyses. Et ils verront toute cette marée de praticiens de médecine traditionnelle là, venir faire analyser leurs produits. Ça y va, et non seulement du bien-être de la population, mais eux aussi, de manière morale, il y a un gain. Il y a un gain. Et même, ils vont plus gagner, puisque la masse, à comparer à quelques individus qui viennent analyser leurs produits, vous voyez. Et le pays gagne à long terme, puisqu'on aura beaucoup de médicaments homologués. Et ça va hisser la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Nous voulons faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante en matière de développement de médecine traditionnelle. Faire de la Côte d'Ivoire une référence. Vous voyez, quand on parle aujourd'hui d'une nation vraiment
émergentes, ce n'est pas dans la bouche. C'est tous les secteurs d'activité liés au pays qui doivent être développés. Et la médecine traditionnelle ne doit pas être en marge. La médecine traditionnelle, c'est le seul secteur d'activité, vous voyez, qui touche tous les ministères, qui touche tous les secteurs d'activité. Là-dedans, d'abord, quand on parle de santé, vous voyez, le ministère de la Santé, déjà, c'est naturel, nous sommes liés. Mais plus loin, il y a l'artisanat. Il y a l'artisanat. Qui est plus culturel, traditionnaliste que nous? Ce n'est pas possible. Même quand on parle aujourd'hui de protection de la biodiversité, mais c'est nous les pères de cette protection. Les forêts sacrées que vous voyez là, mais c'est nos ancêtres qui ont sacré ces forêts. Parce qu'il y avait certaines espèces végétales dedans qui comptaient pour la santé des gens. Même les eaux pures, sacrées là, c'est nos ancêtres qui ont sacré ces eaux. Même les espèces, on ne tuait pas les espèces comme ça. Et même il y a l'éducation dans ce que nous faisons. Plus loin, nous luttons contre le chômage. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 000 praticiens de médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Mais c'est 200 000 familles nourries. Vous voyez. Sans compter les cabinets, sans compter tous ceux qui travaillent dans les cabinets. Même les vendeurs de médicaments sont pris en compte, sont des praticiens de médecine traditionnelle. Donc c'est un secteur d'activité qu'on ne doit pas négliger. Souvent, j'aime plaisanter en disant... Quelqu'un m'a demandé une fois, mais comment faire concrètement? Mais si l'Europe ferme la porte à tous nos frères et sœurs qui vont se soigner là-bas, quand ils ont un petit bobo, je pense qu'ils vont développer ce secteur d'activité. Une très belle question. Et vous voyez, d'abord l'OMS, qui est le plus grand organisme mondial de santé, dit que plus de 80% des populations subsahariennes ont recours à cette médecine. Donc, vous voyez le pourcentage. Mais parce qu'elle est non seulement efficace, mais elle est naturelle. Elle est sans effet secondaire. Et plus loin, elle est moins chère. Donc, vous voyez. Et donc, nos frères en face, souvent, ont peur. Est-ce qu'ils ne vont pas nous voler la vedette? Mais non, c'est une fausse peur. Nous ne sommes pas salariés, ce n'est pas une activité lucrative. On n'est pas salariés. Non, nous ne doivent même pas. Au contraire, nous les épaulons. Au contraire, nous venons en rescousse. Nous venons les secourir. Nous venons les soutenir. Vous voyez, j'ai dit, mais prenez l'exemple de la Chine. C'est une très belle illustration, hein, la Chine. Vous voyez, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les grandes nations ont leur propre médecine. Il y a une médecine traditionnelle chinoise, une médecine chinoise propre à la Chine, une médecine vietnamienne, une médecine française, une médecine hindouiste, c'est-à-dire que l'Inde, une médecine... et c'est ce qui fait que ces peuples-là se retrouvent. Mais vous voyez, je donne un exemple tout à l'heure. Si on veut nous rendre tous stériles, mais tous les médicaments, c'est une minute ça. Si on veut disposer de nous-mêmes par nos médicaments, on peut nous choses. Mais toutes les autres nations dites émergentes, mais ont leur propre médecine. Ont leur propre médecine. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Notre propre médecine. Et c'est après que vous voyez même que nos praticiens maîtriseront mieux cette technique de modernité. Mais prenez la Chine. La Chine l'a tellement bien illustré que c'est l'exemple le plus parfait. Et plus loin, c'est une source de revenus financiers immense. La Chine fait des milliards de dollars de recettes chaque année. Des milliards de dollars de recettes chaque année. Mais elle ne craint pas quand elle parle. Puisque toute sa population dépend de sa propre médecine. Mais prenez nos ancêtres avant. Ici en Afrique, nos ancêtres avaient longue vie. Et étaient très solides. Mais depuis que nous flirtons avec d'autres formes de médecine, les gens sont fragiles. Mais allez-y dans les cimetières. Même quand on parle du pourcentage de durée, mais ici, là, l'espérance de vie n'est pas aussi chose. Souvent, ça descend à 40 ans, souvent à 50 ans. Cette année, on parle de 60 ans, mais ce n'est pas normal, ça. La mauvaise alimentation, certes, mais je pense que la santé aussi, il est pour quelque chose. La santé, il est pour quelque chose. Voilà. Même avant
l'alimentation d'avant, bon, n'était pas forcément, mais on avait une très bonne technique de soins. C'était avec des ressources naturelles, etc. Mais prenez même la France. Avant, l'Europe, les gens n'avaient pas longue vie. L'espérance de vie souhaitait était 29 ans, 39 ans, ainsi de suite. Allez dans l'histoire, ils n'avaient pas longue vie. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ont longue vie? Ils se sont hissés au sommet. Mais juste parce qu'ils ont révolutionné leur médecine. Ils ont révolutionné leur médecine. Ça fait que, de manière gratuite, presque, les gens ont accès à un bon système sanitaire. Donc, d'où ce taux de longévité-là, qui a été vraiment accentué. Aujourd'hui, ils font partie des 3-4 pays, voire même le deuxième pays, le deuxième continent, où les gens ont plus longue vie au monde. C'est devenu le contraire. C'était nous. Donc, c'est une révolution, je pense, qui est nécessaire. D'abord, ce qu'on demande à l'État, c'est d'abord un financement. Je dis un financement. Voilà. Si tu veux une petite subvention, ça dépend, hein, qui est à discuter. Et 2-3 voitures de commande pour pouvoir sillonner le pays. Parce que c'est la base de tout. Pour exhorter tous nos praticiens de médecine traditionnelle aux nouvelles réformes. Les informer même du fait que nous soyons aujourd'hui des professionnels. Que leur secteur d'activité est pris plutôt en compte. Et qu'ils ne sont pas des êtres marginaux. Et que c'est un secteur d'activité porteur. Et qui compte pour le pays. Donc pour cela, il faut sillonner, il faut quadriller le pays. Et plus loin, on a plein de projets. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de faire une plateforme qui va toucher tout ce qui est humain, qui va toucher... je donne l'exemple. Cette plateforme-là dit quoi? Il y a un trio. Il y a le patient, tous ceux qui sont dans les besoins pour pouvoir se soigner. Il y a les détenteurs de la connaissance et il y a les hommes d'affaires. C'est ceux-là qui peuplent le monde. Ceux qui sont dans le besoin, c'est qui? C'est nos frères qui sont malades en Europe, un peu partout. Les gens de la diaspora, les gens même d'ici, ainsi de suite. Si tu es un Congolais, tu es Camerounais, ainsi de suite, et que tu veux entrer en contact avec quelqu'un de chez toi qui soigne une telle ou telle maladie, ou bien qui peut t'expliquer une telle pathologie, cette plateforme-là, nous sommes en train de la mettre sur pied. Tu vas sur la plateforme et le répertoire est ouvert. Si c'est aussi en Côte d'Ivoire, c'est un répertoire africain qui est ouvert. Tu entres en contact avec lui et puis vous échangez. Et ça sera des gens crédibles, identifiés. Ça, c'est pour l'organisation africaine que je maîtrise, que nous sommes en train de travailler. Et il y a le troisième bloc qui est celui des affairistes. C'est-à-dire quoi? Des gens peuvent avoir de l'intérêt pour ce que vous faites. Ils peuvent se hisser en vendeur de médicaments. Ils entrent aussi en contact avec nous et on leur fournit toute la documentation, tous les renseignements possibles. Ça peut être des laboratoires, ça peut être des pharmaciens qui veulent se faire approvisionner et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a une plateforme qui est en train de résoudre le problème des demandeurs, des hommes d'affaires et aussi des praticiens de médecine traditionnelle que nous sommes en train de mettre sur pied. Ça sera disponible dans peu de temps. Donc, vous voyez, ça, je pense que ça, c'est nos grands défis, ça. Maintenant, de manière personnelle, c'est-à-dire au niveau de nos pays individuellement parlant, notre premier grand défi est plus loin. Un grand centre, un très très grand centre, qui sera dans toutes les grandes villes du pays, qui mettra à la disposition de toutes nos populations des praticiens de médecine traditionnelle identifiés, crédibles, qui ne soient pas 50 maladies, hein, voilà, mais qui sont spécialistes, qui sont spécialisés
dans certaines pathologies. Vous voyez? Et ceux-là pourront apporter des solutions, des réponses peu critiquables aux populations. Très bien. Ça, ce sont nos défis qui sont là. Et pour cela, on a besoin d'une assistance financière au niveau de nos États. On leur a dit, ils ne regretteront pas. Ils seront plus que satisfaits. Ils seront plus que satisfaits. Il y a deux formes de médecine. Il y a celle qui est conventionnelle, et c'est défini comment? Il est allé à l'école, après le bac, bon, il a fait médecine, et celui-là, quand il sort, lui, il appartient à la médecine conventionnelle. Puis c'est une formation légale que tout le monde connaît, et ainsi de suite. Il a des diplômes, diplômes, comme on le dit, qui est juste une forme de reconnaissance. Voilà. Mais, nous, les autres, tout ce qui soigne, qui n'a pas le même cursus scolaire, est dans la médecine traditionnelle. Ça veut dire quoi? Tu es spiritualiste, tu es féticheur, tu es naturothérapeute, tu es rebouteur, tout le reste là, tu es accoucheuse traditionnelle, tout ça, c'est dans le même sac qu'on appelle la médecine traditionnelle. Maintenant, moi, personnellement, au niveau de la fédération, au niveau de la médecine traditionnelle, ce qui me définit, c'est que je suis naturothérapeute spirituel, mystique, comme on le dit. Mystique est un terme qui effraie les gens, mais qui n'est rien d'autre que quelqu'un qui essaie de scruter les mystères. Les mystères, c'est quoi? Il y a des phénomènes qui paraissent inexpliqués. Vous voyez, il y a des phénomènes qui paraissent inexpliqués. Donc, à partir du moment où la conscience humaine n'arrive pas à expliquer un tel phénomène, pour cette personne, c'est mystique. Maintenant, c'est celui qui s'évertue à pouvoir expliquer, rendre explicable ce phénomène-là, qu'on appelle le mystique. Tu comprends? Ou le spirituel, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ce rôle-là que je joue. Les maladies que vous voyez là sont souvent sur deux angles. Il y a l'aspect physique qui existe, mais il y a l'aspect non touchable, qui peut être touché. Prenez quelqu'un qui souffre de problèmes d'ordre psychologique, problèmes mentaux. Vous voyez, celui-là, par exemple, mais c'est du domaine du non touchable. Donc, pour pouvoir soigner une tierce personne, il faut faire appel à d'autres sens. Vous voyez, il y a des cas de sort où les gens sont passés partout, ils ont fait des bilans de santé, mais tout sort positivement. Alors, la médecine conventionnelle peut être étonnée. Et même le simple naturothérapeute peut ne rien comprendre. Alors, nous, on intervient face à ce genre de cas-là. C'est-à-dire, on soigne la partie non explicable. Et c'est là que nous autres intervenons. Et pour pouvoir intervenir, on a plusieurs astuces qu'on utilise. On a plusieurs astuces. Vous voyez, puisque aujourd'hui, le mot qui est adapté à ça, que tous nos frères africains peuvent comprendre, c'est sorcellerie. Bon, chaque pays connaît ce mot, mais ça a différentes explications. Ça a différentes explications en fonction des pays. Ici, sorcellerie pour nos frères africains, monsieur se couche, il a un second corps qui voyage, qui est capable d'aller et te toucher, ainsi de suite. En Europe, on te dira que c'est l'utilisation négative de la puissance de la parole, de la pensée et de l'action. Effectivement, c'est la même chose. Hein? Voilà. Puisque comme on n'arrive pas à toucher, tu peux influencer quelqu'un mentalement. Tu as ton enfant ou bien tu as quelqu'un qui n'est pas trop fort mentalement. Tu lui dis, hey, voilà, je te lance un sort. D'ici tel nombre de temps, tu auras tel malheur. S'il n'est pas fort mentalement, il n'est pas prêt pour comprendre que c'est un empoisonnement mental que tu viens de faire, mais il peut subir, puisqu'il accepte. Le corps physique n'est rien d'autre que la partie grossière qui nous matérialise. Donc, quand la pensée accepte, ça peut avoir des effets négatifs sur son réel, sur son physique. Et c'est là que nous autres intervenons, par des techniques
pour lui dire non, dégage-toi de cette pensée. Que c'est toi-même qui te rend malade. Soigne-toi toi-même. Ou si tu ne peux pas, on te donne des techniques pour pouvoir te libérer. Pour que tu puisses retrouver ta tranquillité d'antan. Donc tu comprends. C'est un vaste chapitre qu'on va développer prochainement. Tu comprends. Donc, et ça existe. Ça fait partie intégrante de la médecine traditionnelle. Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, c'est de compter sur nous et de savoir qu'il y a une organisation qui veille sur leur santé et une organisation qui est prête à développer tout ce qui est culture, tout ce qui est tradition africain. Vous voyez. Donc, plus loin, j'exhorte nos frères praticiens de la médecine traditionnelle à être sereins, à ne pas être complexés, à ne pas être comme des spectateurs blasés face au déroulement de l'histoire de leur nation, face au déroulement de l'histoire de leur médecine traditionnelle, à s'impliquer de manière active. Puisque sur le sentier, comme l'adage le dit, il n'y a que des hommes d'action qui ont toujours été retenus. Et il n'y a que des hommes d'action qui ont toujours eu gain de cause. Donc ne pas être complexé. Souvent, certains les complexes, on parle de non, et vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'êtes pas diplômé. Non. Non. La connaissance est vaste. Et même ceux qui pensent qu'ils connaissent, j'ai toujours dit à mes frères praticiens de médecine traditionnelle, toutes leurs connaissances réunies, c'est comme un caillou dans tous les cailloux de notre planète. Donc, la connaissance est insondable. La connaissance est insondable. Aujourd'hui, quand on parle de connaissance, je pense qu'ils sont même à applaudir, puisqu'ils ont au moins une connaissance infuse. Ne pas être complexé par des gens qui ne font que régurgiter certaines choses qu'on leur a apprises, qui n'ont jamais rien fabriqué. Nous, au moins, on conçoit des médicaments. Mais les autres, il ne faut que vendre des médicaments. Ils ne sont même pas les concepteurs. Donc, quand on parle de connaissance, ce sont eux qui connaissent. Donc, je leur dis courage. Et plus loin, chaque fois que j'ai l'occasion, je parle de paix dans nos pays africains, surtout notre pays, la Côte d'Ivoire. Paix. Puisque c'est quand il y a la paix qu'on peut faire tout ce qu'on a à faire. Et pour cela, quand on a l'occasion, on prie pour que toutes nos autorités compétentes qui œuvrent pour la paix soient en harmonie pour pouvoir toujours continuer d'œuvrer pour la paix. Je salue notre cher président de la République qui fait un effort surhumain. La tâche n'a jamais été facile. Et donc, nul ne fera l'unanimité. Mais je profite pour lui dire que nous prions pour lui, puisque j'ai toujours dit à mes frères praticiens et médecins traditionnels, puisque nous sommes une organisation apolitique, ce qui est dangereux, c'est de combattre quelqu'un qui vous dirige. Dans notre slogan, il vaut mieux plutôt aider celui qui nous dirige pour mieux accomplir sa mission. Nous y gagnerons plus. Merci beaucoup.